Madame l'ambassadrice du Venezuela, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Burkina Faso et les autres aussi qui sont parmi nous. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Monsieur le recteur ou les représentants de Monsieur le recteur Amadou Makhtar Mbow, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mesdames, Messieurs les membres de la famille de Monsieur Amadou Makhtar Mbow, de même que ses amis, Mesdames, Messieurs les membres de l'orchestre Diamb Jazz, honorables invités, chers amis de la presse, chers partenaires de la place du souvenir africain, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la place du souvenir africain, ce lieu emblématique de mémoire où les figures de proue du panafricanisme et de l'histoire de l'Afrique sont célébrées et données en exemple aux générations actuelles et celles à venir. Elle est un espace où se rencontrent les générations, les disciplines artistiques, les histoires et les luttes, un lieu de transmission. L'activité qui nous réunit aujourd'hui est dénommée Jazz Africa et représente un aspect fondamental du contenu culturel, scientifique et artistique de la place du souvenir africain. Née en 2022, dans un contexte où la place du souvenir africain était dans une vision de proposer des activités pertinentes en adéquation avec les missions qui lui sont dévolues, Jazz Africa vise à promouvoir la vie et l'œuvre des grandes figures africaines et de la diaspora autour de la musique jazz. Il est une plateforme qui conjugue l'animation culturelle avec un orchestre dénommé Diamb Jazz et aussi de débats thématiques sur les valeurs incarnées par les modèles africains de vie. L'originalité du concept réside également dans le fait que les sonorités interprétées en jazzy sont tirées du patrimoine musical traditionnel africain. Mesdames, Messieurs, chers invités, au-delà d'être un concept de promotion du patrimoine culturel et du panafricanisme, Jazz Africa vise le renforcement de la diplomatie culturelle entre le Sénégal et le monde. Il est une vitrine pour la communauté étrangère vivant au Sénégal afin d'exprimer leur identité culturelle. À cet instant de mon propos, permettez-moi de remercier le corps diplomatique qui a très tôt compris l'impact et la pertinence du projet. Grâce à lui, des numéros exceptionnels ont été organisés en hommage à Mamadou Dia, Wangari Maathai, Thomas Sankara, Habib Bourguiba, Cheikh Anta Diop, aux héros nationaux du Rwanda, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Gambie. À tous les chefs de mission partenaires, je vous exprime en mon nom et à celui de toute l'équipe de la place du souvenir africain le remerciement puisé du fond du cœur. En plus de votre ancrage profond dans vos identités culturelles, vous avez fièrement montré à vos frères et sœurs sénégalais ce que votre pays a de plus beau, d'utile et de valeureux. À travers des tickets de voyage aériens, vous nous avez également permis de découvrir effectivement votre riche patrimoine. Merci à l'ambassade de la Tunisie, du Kenya, du Rwanda, du Burkina, du Zimbabwe pour cette belle opportunité. Aujourd'hui, le Jazz Africa est d'exception, car placé sous le signe de l'hommage, de la reconnaissance et de la résonance. Ce soir, la musique transcende le son pour devenir parole, pour devenir récit. Elle devient hommage vivant à une figure emblématique de notre continent, M. Amadou Makhtar Mbow. Cette affirmation vous sera démontrée par les éminents professeurs Penda Mbow et Ibrahima Wane, deux personnalités très généreuses et toujours disponibles à partager leur savoir. Professeur, merci d'être toujours à nos côtés. Avant de clore mon propos, j'exprime ma gratitude au groupe Diamb Jazz, oui, à un grand orchestre d'un grand professionnalisme avec des artistes d'une discipline inouïe.
Avec vous, nous avons conçu le projet et vous avez contribué ainsi à l'atteinte des missions de la place du souvenir africain. Merci aussi à la famille Mbow qui nous honore par sa présence et par sa réceptivité. À l'université Amadou Mahtar Mbow, représentée par une forte délégation d'étudiants, conduite par la directrice du CROUS, du professeur Laman Mbaye et la directrice de la communication, votre parrain est fier de vous et couvre de sa bénédiction. Et vous couvre de sa bénédiction. À toutes et à tous, je vous remercie et vous souhaite un excellent après-midi culturel en compagnie de la place du souvenir africain et de ses partenaires. Merci beaucoup. En célébrant le jazz, cette musique naît de la douleur et de la résistance, mais aussi de la joie et de la créativité. Nous rendons hommage à un esprit libre, visionnaire, qui a toujours cru en la force de la culture et de l'éducation du dialogue. Le jazz, comme le parcours de Tonton Mahtar Mbow, est une invitation à l'écoute, à la rencontre, à la dignité partagée. C'est un chant de liberté que nous faisons nôtre ce soir pour dire merci, pour ne pas oublier et pour continuer à rêver dans un monde plus juste, plus humain, plus harmonieux. Oui, c'est ce que nous a légué Tonton Mahtar, ces messages, cette façon de voir le monde, et nous pensons être un devoir aujourd'hui de célébrer sa mémoire, mais aussi et surtout de léguer à la population plus jeune, à la jeunesse en fait, ce message. À travers cette soirée, nous ne célébrons pas seulement un héritage, nous affirmons aussi notre responsabilité de le faire vivre et de le transmettre aux générations plus jeunes. Bienvenue à Jazz Africa, c'est la 1e édition. Nous avons parlé de Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, Wangari Maathai, Thomas Sankara, et aujourd'hui on va faire honneur vraiment à notre oncle Amadou Mahtar Mbow. Merci. Mesdames, Messieurs les participants, honorables invités, chères familles et proches du parrain, chers étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet hommage qui va être rendu à M. Amadou Mahtar Mbow, mon père, mais qui est aussi le père de tant de Sénégalais, de tant de personnes dans le monde entier, que nous partageons volontiers, nous, sa famille, ses enfants, avec tout ce monde entier qu'il aime, qu'il a toujours aimé et lui a manifesté tout au long de sa vie, en particulier dans les dernières années de sa vie, un immense amour, une immense affection, quel que soit leur âge. Le Sénégal a été le pays des dernières années de sa vie. Après son retour de l'UNESCO, après la fin de sa mission à l'UNESCO, il est allé passer quelques années au Maroc et ensuite il est rentré au pays natal. Et parfois il arrivait qu'il soit emmené en France pour des raisons médicales, jusqu'au jour où il m'a dit: je ne veux plus quitter ce pays, je veux rester dans mon pays, je mourrai dans mon pays. Et son pays qu'il aimait tant, pour lequel il s'est tant battu, son Afrique pour laquelle il s'est tant battu partout dans le monde, et ces peuples du monde pour lesquels il s'est tant battu, lui ont vraiment rendu hommage durant toutes les dernières années de sa vie. Madame la directrice, en collaboration avec Jazz Africa, vous remplissez parfaitement la mission qui vous a été confiée comme directrice de la place du souvenir, celle d'un espace de commémoration des grandes figures symboliques
qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora, et par là même, vous participez à la renaissance et à la revalorisation des cultures africaines. Ce concept d'hommage des grandes figures africaines et de la diaspora, suivi de musique de jazz, est né de l'esprit de Jazz Africa. Jazz Africa dont le représentant que vous venez d'entendre, M. Moustapha Diop, est un jeune frère. Son père, Maître Fadilou Diop, figure très connue du barreau du Sénégal, mais également du barreau d'Afrique et de France. Son père, donc, fut un ami d'enfance d'Amadou Mahtar Mbow. Ils ont cheminé ensemble durant toute leur adolescence, puis ne se sont jamais séparés. Seule la mort de tonton Fadilou les a séparés. Lorsque le roi Faisal d'Arabie Saoudite invita M. Amadou Mahtar Mbow à faire un pèlerinage à la Mecque, pèlerinage officiel en tant que directeur général de l'UNESCO. Parmi ceux que mon père invita figurait Fadilou Diop, son ami de toujours. Je suis donc comblée de voir que Moustapha, son fils, et le Jazz Africa ont voulu mettre à l'honneur cette grande figure qu'est Amadou Mahtar Mbow, le professeur Amadou Mahtar Mbow, homme de culture, homme de conviction, c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, homme multidimensionnel qui a fait, et durant toute sa vie et surtout durant sa carrière à l'UNESCO, qui a fait, et durant toute cette période-là, et pensé le bien de l'humanité. Un homme d'un profond humanisme, un homme qui a été dévoué à toutes les causes des peuples du monde, causes aussi diverses que les causes de l'éducation, que les causes de la culture, que les causes de la femme, que les causes de la jeunesse, que les causes des peuples déshérités du monde, que celle de la communication et d'un ordre plus juste de la communication mondiale. Cet homme donc qui a fait de toutes ces causes son credo et sa boussole durant toute sa vie et particulièrement à l'UNESCO. Dans le domaine culturel, il a lancé la première conférence intitulée Mondiaculte, conférence internationale au Mexique sur l'ensemble des cultures et toutes les industries, tout ce qui tourne autour de la culture dans le monde. Concernant la musique, il a invité à l'UNESCO, notamment au palais de l'UNESCO, de nombreux musiciens, de très nombreux musiciens, de tout type de musique. Et il a donné leur chance à beaucoup de musiciens africains, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs aussi. Et ses goûts étaient en matière de musique très éclectiques, puisque ça allait du jazz. Jazz qu'il aimait d'autant plus que son frère, son jeune frère Gana Mbow, était lui-même percussionniste, joueur de jazz. Et il aimait aller à ses concerts en France, notamment Gana Mbow a joué avec Joséphine Baker. Et papa adorait aller à ses concerts. Bon, nous n'étions pas encore nés, ils étaient jeunes. Mais il racontait souvent qu'il adorait aller à ses concerts. Il a aimé aussi beaucoup de
joueurs de blues, notamment Randy Weston était son ami. Yehudi Menuhin dans le domaine de la musique classique. Il adorait Aïda de Verdi, Maria Callas. Il aimait aussi Chalamoana, et oui, Gloria Gaynor. Il n'y avait pas d'interdit, n'est-ce pas? Gloria Gaynor. Mais chez nous, il aimait particulièrement celui qui était son grand ami, Samba Diabaré Samba, à qui je rends hommage ici. Il aimait aussi les Touré Kunda, beaucoup, les frères Touré Kunda, Ismaël Allo, Didier Awadi, qui avait une affection toute particulière pour papa. Il aimait les musiques militaires, souvent il entonnait Nyani Baina, très souvent. Il avait des goûts musicaux très vastes. Youssou N'Dour aussi, évidemment, faisait partie de ces musiciens qu'il aimait. Je voudrais en tout cas, aujourd'hui, encourager les conférenciers et remercier toute l'assistance, mais particulièrement remercier les organisateurs de ce très bel hommage. Madame la directrice, en parcourant la bibliothèque tout à l'heure, j'ai vu que le livre des actes du centenaire d'Amadou Martarmo ne figurait pas parmi parmi les ouvrages de votre belle bibliothèque. Je tiens donc au nom de la famille, au nom de la Fondation Amadou Martarmo et au nom de tous les proches d'Amadou Martarmo, à vous l'offrir pour qu'il figure dans votre belle bibliothèque. Merci. Alors là, vraiment, mesdames et messieurs, ne vous arrêtez pas d'applaudir pour ça, s'il vous plaît. Oh là là, oui, bien sûr, on aurait pu s'en tenir tout simplement au beau discours, vraiment, et ça aurait suffi amplement. Mais là, voici un autre geste, et un geste qui fait, comment dirais-je, un geste qui continue ce legs. Penda Mbow est historienne, tout le monde le sait, mais une historienne qui a formé ce qui est aujourd'hui l'élite de Dakar, de l'école de Dakar, comme je peux citer quelqu'un comme Idrissa Ba, le professeur Idrissa Ba, professeur titulaire de chaire, chef département d'histoire. Si vous avez été son professeur, on ne peut pas se mettre à dire, ouais, doctorat troisième cycle en telle année, ça sera. Bon, ça fait un peu bizarre. Ensuite, Penda Mbow est une intellectuelle connue en Afrique, très grande renommée. Et mieux, je pense que c'est une des figures pionnières de ce qu'on appelle depuis 30 ans, 40 ans la société civile africaine, pour ce qu'elle a fait depuis la fin des années 80. Et enfin, pour les jeunes qui ont 20 ans, puisqu'on a des étudiants, Penda Mbow a été ministre de la Culture au début du fin 20e siècle, début du 3e millénaire. Pour nous, c'est hier, mais pour les jeunes, ça fait très longtemps, parce que ça fait quand même 24 ans. Donc, comme Amadou Martarmo, Penda Mbow a été ministre en charge de la culture du Sénégal. Je pense qu'après avoir dit ça, je vais juste vous demander de prononcer la conférence peut-être en une trentaine de minutes. En tout cas, c'était prévu pour 45 minutes, 40 minutes. Peut-être un résumé de 30 minutes pour permettre au public que nous avons, qui est très riche, à beaucoup de membres du public, de dire un mot sur cette figure que nous avons tous en partage. Ensuite, de permettre à Diamou Diaz de faire la seconde partie de la conférence. Madame la présidente de la Fondation vient de montrer tout à l'heure que le langage musical est aussi un discours à part, et un puissant discours. Donc c'est la seconde partie de la conférence que je vous invite aussi à déguster. Donc pour qu'on puisse avoir ces deux moments, on va essayer de faire une conférence de 30 minutes, des interventions qui ne seront pas des conférences, mais de courtes interventions du public auxquelles la conférencière pourra répondre. Et peut-être qu'entre-temps, on aura Madame le ministre. Donc ça nous fera une belle après-midi à l'image du grand homme que nous célébrons. Donc professeur Penda Mbow, vous avez la parole. Comment il t'a dit encore? Voilà, citoyen d'honneur. Je pourrais parler d'Amadou Martarmo jusqu'à demain. Un homme que je considère
comme l'une des plus grandes figures de l'Afrique. Quand on a dit Amadou Mahtar Mbow, homme de conviction, j'ajoute grand Africain. Nos liens, je n'ai pas besoin d'y revenir. Ils représentent énormément. Et je revendique son héritage. Au-delà de l'affection que nous avions vis-à-vis de lui, de sa famille, de ses filles, de sa femme Raymonde, je crois qu'il nous a façonnés au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je me souviens toujours quand Awa évoquait justement son pèlerinage à la Mecque avec Maître Fadilou Diop. J'étais chez lui à Paris et ils m'ont retrouvé là-bas, ou au moment de partir, j'étais là-bas et ils allaient à la Mecque. C'est un homme de dimension exceptionnelle. Alors, je suggère aux jeunes, surtout ceux qui sont à son université, de prendre le temps de lire les actes du premier colloque qui lui était consacré, c'est-à-dire les 90 ans. C'est extraordinaire. J'ai relu ces actes. Depuis plusieurs jours, je ne fais que relire les textes. Où on a des contributions, des témoignages de très grands hommes. De Federico Mayer, son successeur, en passant par de grands universitaires comme Albert Bourgi, ses grands collaborateurs quotidiens, Akoto Yao, etc., sans compter les Sénégalais. Et le livre que Awa vient de remettre à la bibliothèque de cet espace extraordinaire, je ne suis pas toujours d'accord avec Wad, mais quand même il a fait des choses remarquables comme cet espace, comme la place du souvenir, le monument de la Renaissance. Et là aussi, ce sont des actes extraordinaires. Alors je ne remercierai jamais assez le professeur Wan, mais aussi la très dynamique administratrice de cet espace. Et je remercie aussi ceux qui ont eu l'idée. Festival Jazz, nos amis, Boubacar, Sigini, etc. L'administrateur de la fondation, Maître Amadou Kane. Et je ne remercierai jamais tous nos amis. Et je dirais qu'avoir cette idée, moi je trouve personnellement, sans que le jazz commence, c'est l'un des plus beaux hommages en direction d'Amadou Mahtar Mbow, pour ce que représente le jazz comme une musique d'émancipation et de refus de la diaspora africaine-américaine. Et c'est cette appropriation de la culture négro-africaine par la diaspora qui vit aux États-Unis et un peu partout. Mais avant d'avancer, parce que bon, comme il faudra résumer, je vais donner la parole à Amadou Mahtar Mbow lui-même. Et je dirai pourquoi. Je ne vais pas vous parler des assises nationales, parce que je considère les assises nationales comme le moment de reconnexion d'Amadou Mahtar Mbow avec le peuple sénégalais, avec son pays, avec les citoyens. C'est le citoyen du monde qui revient vers les citoyens de son pays. C'est extraordinaire. Je ne vais pas en parler, parce qu'on le sait. C'est ça qui fait de la figure d'Amadou Mahtar Mbow au Sénégal une figure qu'on a redécouverte, surtout les plus jeunes et tous les autres, mais une figure aussi qui, dans la citoyenneté, a connu un point d'orgue, un aboutissement avec les assises nationales. Je vais surtout parler des grandes idées d'Amadou Mahtar Mbow qui sont plus que jamais actuelles. Nous sommes dans un monde en tourbillon. Et je relisais des textes, je frissonnais en me disant, mais comment était-il possible d'avoir toutes ces idées comme si aujourd'hui on avait besoin de nous ressourcer auprès de lui pour trouver des solutions à ce que nous sommes en train de vivre. Donc je lui donne la parole. Il dit dans un texte
le monde tel qu'il est, la solidarité nécessaire. S'il faut poursuivre sans relâche le combat de l'homme dans sa diversité et dans son unité, c'est que l'avenir même de l'espèce peut paraître menacé de diverses manières, par les incertitudes qui pèsent sur la paix, par une exploitation anarchique des ressources naturelles, par la destruction du cadre de vie, par les inégalités devenues de plus en plus intolérables, sans parler du mépris si fréquent des droits de l'homme. Tout cela parce que les hommes refusent d'organiser leur rapport sur des bases qui permettent de promouvoir le progrès pour tous dans la justice. Amadou Mahtar Mbow, on ne peut pas le comprendre si on ne part pas du tournant que constitue 1947 pour diverses raisons, la création de l'UNESCO, après la création de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi 1947 avec la naissance de présence africaine, lorsque l'intelligentsia africaine a pris la décision de prendre son destin en main à travers toute une réflexion allant de l'histoire à la réflexion philosophique, en passant par tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'idées. Et aussi la création de la FEANF, l'étape décisive pour faire émerger une intelligentsia au service de l'Afrique, mais de poser les premiers pas de la décolonisation. Amadou Mahtar Mbow, on ne peut pas le sortir de la décolonisation. Et tout ce qu'il a fait au sein de l'UNESCO, c'est justement dans le prolongement de la décolonisation, la reprise en main par les peuples opprimés de leur destin. Et c'est ça Amadou Mahtar Mbow. Et dans tous les textes, tous les discours, c'est véritablement la décolonisation. Et il ne parle que des peuples. Et dans d'ailleurs ce livre où sont consignés l'essentiel de ses réflexions personnelles, ses discours à l'UNESCO, il dit le temps des peuples. Amadou Mahtar Mbow, on ne peut pas le dissocier de Bandung. Pour moi, Bandung, je dis toujours je suis né avec Bandung, mais pour moi, Bandung est extrêmement important. C'est le point de départ ou l'élément essentiel qui va recentrer le mouvement des non-alignés. Et d'ailleurs, Amadou Mahtar Mbow organisera ou participera au Zimbabwe, je reviendrai très rapidement, une autre conférence des non-alignés dans les années 70 à Harare, j'y reviendrai. Amadou Mahtar Mbow, donc on ne peut pas le dissocier de la décolonisation, de l'organisation du tiers-monde, ce qui l'opposait d'ailleurs avec les grands États, les grandes nations hégémonistes qui voulaient contrôler le monde. Et au fond, je me dis, voilà un homme qui a traversé le siècle, qui est né au début ou le premier quart du XXe siècle, qui a traversé le siècle et qui a vécu jusqu'au premier quart du XXIe siècle. C'est un homme qui a porté en fait le destin des peuples pendant au moins 100 ans. Il a vécu 103 ans. Et il n'a jamais, et c'est extraordinaire, perdu la mémoire, il n'a jamais eu de problème de réflexion. Il avait l'habitude de dire, oui, tout allait bien dans la tête, c'est la carcasse. Et cet homme était d'une force exceptionnelle, tout tirait-il sa force. Je vais, avant de reprendre tout cela, lire aussi un autre passage qui me semble très important pour moi. C'est Akoto Yawo, un de ses collaborateurs, qui dit à propos de Amadou Mahtar Mbow, toi Mahtar, tu n'abdiques jamais. Arc-bouté sur tes convictions de la sûreté et la sûreté de tes jugements. Tu résistas sans baisser la garde, ni les armes, amoureux de la vérité et prêt à la défendre, quels qu'en soient les prix à payer,
et les dangers et menaces de toute nature. Puis vint le coup de massue assassin des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de Singapour, qui se retirèrent de l'organisation après le refus de payer leur contribution au budget de l'UNESCO. Tout cela parce que l'on accusait de tiers-mondisme par rapport à la défense du nouvel ordre économique et du nouvel ordre mondial de l'information, de la communication nomique. Là encore, tu te défendras avec superbe et dignité. Sûr de tes convictions. Toumbo se découvrait dans cette résistance sereine, face à l'imposture et à la forfaiture, devant des positions à la coloration raciste, mal dissimulée, de la part de certains qui avaient du mal à admettre la personne d'un noir à un si haut niveau de responsabilité s'agissant de sciences, d'éducation et de culture. Tout le problème de mots était là. Comment un noir pourrait-il arriver à ce niveau exceptionnel? Amadou Mahtar Mbow, c'est l'éveil de conscience républicaine et humaniste. Cela s'est fait très tôt, dès sa jeunesse. À 18 ans, il était engagé volontaire dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Militant de la FAIAF, je l'ai dit, du PRA Sénégal, combat pour l'indépendance. Amadou Mahtar Mbow, c'est l'État du Sénégal, c'est la citoyenneté. Enseignant, les professeurs d'histoire et de géographie, passionnés de l'histoire à cause de l'éveil des consciences que cette discipline représentait pour Amadou Mahtar Mbow. Abdoulaye Bathily dit dans sa contribution, à l'époque il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de documents, que c'est à partir des polycopies, justement fabriquées par Amadou Mahtar Mbow et son épouse Raymonde, qu'il pouvait avoir accès à la connaissance de l'histoire de l'Afrique et de la géographie. Amadou Mahtar Mbow, il était jeune enseignant. Il choisit la formation encore neuve à l'époque de l'éducation de base. Parcourant nos villages, je lisais le texte de Salou Bey, où il disait qu'Amadou Mahtar Mbow, quand il a eu à faire avec l'éducation de base, il le faisait tellement bien que, vous savez, le colonisateur n'était pas tendre. Mais il lui avait donné 19 sur 20 pour son travail, et l'année qui suit, 19,50 sur 20. C'est un travail très bien fait. Je reviendrai sur la question de l'éducation très rapidement. Mais c'est le premier à avoir utilisé pour des populations analphabètes l'image comme instrument d'éducation. Il parcourait nos villages, des rives du fleuve Sénégal à celles de la Casamance maritime, adressant son enseignement aux collectivités. Ça, ce sont les termes du professeur Assane Seck, qui était peut-être son condisciple, mais surtout son camarade de parti, le PRA Sénégal. Et n'oublions pas, Amadou Mahtar Mbow, Assane Seck et Abdoulaye Ly constituaient l'ossature du PRA Sénégal, et ce sont les trois d'ailleurs qui vont se retrouver dans un gouvernement avec Senghor, et après il y aura comment on appelle ça, une union entre les partis, ce qui donnera plus tard l'UPS. Globalement considéré, il faisait l'éducation de base après avoir considéré une enquête pour déterminer les priorités, justement, des populations. Il parvint ainsi, co-éducateur de plein air et dans les salles de classe des collèges, au lycée, où il professait à faire l'unanimité sur le succès obtenu. Alors, quand il arrivait, il faisait des enquêtes. Et à partir de ces enquêtes, aussi, il prenait des images. Par exemple, dans le premier village, il était en Casamance, à Youtou, ils n'étaient pas d'accord justement sur l'introduction de l'éducation, même les images, mais il a pu convaincre les chefs du village et toutes les autorités de l'époque
pour regarder son film et après ça, il s'était convaincu. C'est comme ça qu'il est arrivé à introduire l'éducation de base, mais aussi à créer plus tard des écoles. C'est vrai pour cela, c'est vrai pour Darou Mourti. Il y avait une école, c'est vrai pour beaucoup de villages. Amadou Mahtar Mbow, je crois concrètement, et c'est Madame Mbow, je dis très rapidement, qui pense que sa vie, c'est l'éducation. D'ailleurs, les gens de sa génération estimaient que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour trouver, ça sur les termes de Aline Diop, la nourriture, l'aliment à donner aux jeunes Sénégalais. Il faudra me dire quand il me restera un peu de temps. Alors, Amadou Mahtar Mbow, il était, je l'ai dit, aussi membre fondateur de l'association sénégalaise des professeurs d'histoire-géographie, ministère de la loi cadre et puis la culture quand son engagement politique le lui permet entre 1966 et 1969. Choisi comme sous-directeur de l'UNESCO à partir de 1970, puis directeur général pendant 10 ans, tout ça, ça fait 13 ans. Alors on dit, Amadou Mahtar Mbow, c'était le ministre de l'Éducation nationale au moment de la grève de 1968. Et c'est après qu'il a quitté. Il est allé à la culture, mais il va quitter après pour aller à l'UNESCO. Et son successeur dit de ceci, de Mahtar Mbow, Mayor. C'est une grande personnalité citoyenne du monde. Le courage, la vision, la résistance, capacité d'anticipation pour être un vigile, pour prévenir, prévoir, anticiper. Il était un surhomme, en fait. Et en 1982, dans l'introduction du débat général sur le projet, justement, à moyen terme de l'UNESCO, 1984-1989, le directeur général Amadou Mahtar Mbow dit: le devenir des sociétés contemporaines s'inscrit dans un espace qui s'élargit désormais aux dimensions de la planète. La civilisation des produits, des savoirs et des savoir-faire, des idées, des messages, des hommes s'étend d'un point à l'autre du globe. C'est pourquoi Trump aura énormément de difficultés. Parce que ce qu'il veut faire dans un monde globalisé est impossible, de mon point de vue. Donc il y a l'interdépendance multidimensionnelle, économique bien sûr, alimentaire, énergique, technologique, industrielle, financière, mais aussi politique, sociale, culturelle. Alors, et si cette polymorphie de l'indépendance renforçait les solidarités existantes, si elle suscitait la multiplication des instances de concertation et des mécanismes, non, elle ne l'a pas renforcée, bien au contraire. C'est ce que pensait Amadou Mahtar. Alors, définir son œuvre, c'est la définir comme une entreprise de décolonisation aussi, et on le voit à travers l'histoire africaine. Il a lancé tellement de choses. Par exemple, l'histoire générale de l'UNESCO, c'est une entreprise exceptionnelle. On vient de perdre quelques-uns des membres qui participaient à cette histoire générale de l'UNESCO. Justement, beaucoup de grands historiens du continent. Amadou Mahtar Mbow les réunissait. Et cette histoire, ça fait partie de l'entreprise. Ce que Cheikh Anta a fait dans une direction par la recherche, justement, ce que d'autres ont fait, les théoriciens de la négritude, Senghor, Amadou Mahtar Mbow l'a fait de façon concrète, ici, en faisant de l'histoire la discipline pour prendre en charge la décolonisation des peuples et la décolonisation des mentalités. Alors, un autre grand aussi, Albert Bourgi, dit d'Amadou Mahtar Mbow, les valeurs incarnées par ces citoyens du monde, les valeurs d'humanisme, c'est évident, du courage, force de conviction qui l'habitait et le conduisait. Amadou Mahtar Mbow a été, sans le savoir, l'un des acteurs clés d'une séquence historique extraordinairement importante. Il dit 13 ans à la tête de l'UNESCO. Il fut une conscience, je l'ai déjà dit,
une espèce de vigie des valeurs universelles et qu'elle joue ce rôle de conscience d'aiguillon des relations internationales. Alors, on dit de Mandela qu'il est la conscience du monde. Mais Mahtar Mbow aussi est la conscience du monde. Il fut le porte-parole des revendications du tiers-monde. Et il s'adressait à l'ambassadeur des États-Unis à l'UNESCO pour lui dire qu'il devait respect au peuple du tiers-monde. Amadou Mahtar Mbow, ses combats, je vais en citer quelques-uns. Parce que j'aurais pu, j'étais venu avec les deux textes que j'ai écrit, un texte sur l'éducation chez Amadou Mahtar Mbow, l'autre sur les droits humains parce que c'est très important, mais je ne pourrais pas en parler. Parce que ce qui est important, et là vraiment, nous devons en faire une sorte de bréviaire. C'est-à-dire Amadou Mahtar Mbow était pour un multilatéralisme rénové. Alors regardez ce qui se passe autour de nous. Le multilatéralisme aujourd'hui est presque démoli. Qu'est-ce qui reste de l'ONU? Qu'est-ce qui reste de l'OMS? Toutes ces institutions spécialisées. Alors, Amadou Mahtar Mbow, j'ai l'habitude de le dire, c'est comme l'UNESCO était créé pour 7 ans. Cet homme a fait de l'UNESCO l'une des plus importantes organisations du système des Nations Unies. Et c'est vrai, les grandes puissances se sont rendues compte à un moment donné que cette UNESCO, si on la laissait prospérer, ce serait la fin de leur hégémonie et de leur influence sur ces peuples. Heureusement, il était soutenu dans ses combats par les plus grands leaders du tiers-monde. On l'a vu Indira Gandhi, on l'a vu Hassan II, on l'a vu avec le roi Faisal et tant d'autres. Et je crois que ce qui lui a permis de résister face aux assauts, justement, des grandes puissances à la tête desquelles se trouvent les États-Unis, c'est parce qu'aussi le tiers-monde était assez solide à ce moment-là. Alors, il a eu le plaidoyer en faveur d'une coopération multilatérale régie par les principes d'égalité et de souveraineté des États. Et ça parcourt, cette idée parcourt toutes ces interventions. À Sofia, par exemple, en 1987. Au sommet de non-aligné, j'en parlais tout à l'heure, à Harare en 1986. Et il parlait d'un nouveau type de relation nord-sud, moins conflictuelle et surtout tournée vers la recherche de nouveaux mécanismes susceptibles de promouvoir un ordre international plus juste, plus équilibré et moins dépendant des velléités d'hégémonie des grandes puissances. L'UNESCO avait ce rôle de conscience. Et je le dis aujourd'hui et je le regrette, surtout pour l'Afrique. J'estime que notre diplomatie est faible aujourd'hui face justement à l'arrogance qu'on voit dans le monde. Amadou Mahtar Mbow était le premier Africain à se trouver à ce niveau de responsabilité dans le monde. Nous avons de plus en plus de difficultés à promouvoir aujourd'hui un Africain de cette dimension à ce niveau-là. Et défendre les citoyens africains qui sont, je ne dis pas persécutés, mais qui ont d'énormes problèmes. En 1974, il y a le problème, et ça vraiment, c'est une extraordinaire idée. Le problème du statut de Jérusalem. Parce qu'on refusait les fouilles archéologiques à Jérusalem, de la demande d'appartenance d'Israël à un groupe européen. Le chantage budgétaire constant de toutes les attaques contre le souci d'équilibre par équité. La répartition des places au sein du secrétariat et des groupes géopolitiques. Alors moi, j'avoue que le jour où Trump a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, je me suis posé des questions. Il y a un moment, on ne pouvait pas le faire.
qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Et petit à petit, Jérusalem va quitter son statut, je ne dis pas neutre, en tout cas le statut d'une ville des 3 religions monothéistes, pour devenir petit à petit une ville qui sera accolée simplement à Israël, qui deviendra une ville des Juifs. Et aujourd'hui, il est fortement question de cela, et l'esplanade des mosquées, la mosquée Al-Aqsa, qui est la 3e ville sainte de l'islam, va se poser de plus en plus. Alors, je pense que nous devons être attentifs à ces phénomènes, et Amadou Mahtar Mbow nous a donné une sorte de viatique pour mener ces réflexions, et rien ne nous empêche, ici au Sénégal, en tout cas, d'avoir des réflexions et de nouvelles idées en nous basant sur ce que Mbow a fait. Il reste maintenant la grande bataille d'Amadou, pas la grande, parce qu'il y en a d'autres, les biens culturels, le retour des biens culturels, par exemple. Le patrimoine, le jour où je suis arrivée pour la première fois chez vous, Awa, à Paris, je n'ai pas trouvé votre père et votre mère, ils étaient partis où? Aux îles Galapagos. Justement. Parce que dans ces îles Galapagos, c'était pour, disons, préserver la faune qui est là depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire pratique. Et il a parcouru le monde pour défendre le patrimoine de l'humanité. Ici, à Gorée, j'ai eu la chance, en tant que jeune conseillère du ministère de la Culture, d'avoir piloté, sous Assane Seck, sous la direction d'Assane Seck, les cérémonies de lancement de la campagne internationale de sauvegarde de Gorée, qui était menée par Amadou Mahtar Mbow et Senghor. Et c'était un moment extraordinaire, je me souviendrai toujours de ce grand spectacle sur l'île, au bord de la mer, donc le retour des esclaves, tout ça. Voilà. Et Amadou Mahtar Mbow aussi, ne l'oublions pas, une partie, il est haïtien. Donc il portait aussi le combat d'Haïti. Alors je vais peut-être terminer, 3 idées seulement, sur le nomique. Donc le contexte politique et historique de mutation profonde des relations internationales postcoloniales, l'articulation féconde entre les valeurs fondatrices de l'UNESCO et les valeurs profondes d'un autre monde, c'est le contexte idéologique de la guerre froide. Le nomique, on ne peut pas le comprendre sans vraiment la guerre froide, parce qu'il était question d'une remise en cause postcoloniale des fondements, bases et institutions de l'ordre mondial. Alors, à ce moment-là, ce qu'il a fait, Amadou Mahtar Mbow, parce qu'il partage aussi, il avait mis en place un comité dirigé par Sean McBride, le prix Nobel de la paix de 1974, et qui était à la tête justement d'Amnesty International pour réfléchir sur le nomique. Et c'est à la conférence générale de 1978 qu'il a posé ces problèmes pour la promotion du rôle fondamental de l'information et de la communication dans la connaissance mutuelle et la compréhension entre peuples, la paix et la sécurité internationale. Les idées d'Amadou Mahtar Mbow, on ne peut pas les comprendre si on ne tient pas compte de ce que représente la diversité. Il était absolument, avant qu'on ne parle diversité linguistique, diversité, lui, il estime que la coopération devait se fonder et se baser sur la diversité. Il y a aussi l'élimination des déséquilibres et des inégalités. Il en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la démocratisation et le pluralisme, l'élimination des monopoles privés ou publics. Je me souviens quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, un de ses combats, c'était justement la lutte contre les monopoles concernant l'audiovisuel. On ne pouvait pas être un individu, quelque puissant que l'on soit, et détenir entre ses mains des instruments aussi puissants que les médias, tels médias. Non, il était contre les monopoles. Et Amadou Mahtar Mbow a été l'un des premiers à avoir posé le problème des monopoles et la concentration de l'information et de la communication. Il parlait qu'il fallait éliminer les obstacles, promouvoir l'information, etc. Et ça, c'est dans le rapport Sean McBride, qui était un homme exceptionnel, où il fallait justement
une légitimation éthique du nomique. Un programme d'intervention, il a développé un programme d'intervention pour le développement de la communication. Plusieurs voix du monde à l'époque, c'est Edwy Plenel qui disait que la révolution numérique, la révolution digitale, World Wide Web, blog, inventé n'était pas encore en place. Comme j'aurais pas beaucoup de temps peut-être, je vais, style télégraphique, j'aurais bien aimé, mais vous pouvez les lire. Moi j'ai contribué dans les deux ouvrages, un sur l'éducation et l'autre sur les droits humains. Alors les droits humains, sur l'éducation, j'ai parlé de l'éducation de base, mais c'est Mme Mbow qui dit que la vie d'Amadou Mahtar Mbow, c'est l'éducation. Pas plus. C'est l'éducation, c'est l'éducation. Alors, elle dit, à propos d'Amadou Mahtar Mbow, lui, c'est j'apprends donc je suis, j'éduque donc je suis. C'est ça la devise d'Amadou Mahtar. Et on l'a vu avec l'éducation de base, les programmes autour de l'histoire et la géographie, mais aussi en tant que ministre à plusieurs reprises sur les questions d'éducation. Et un des plus grands et plus importants programmes qu'il a eu à promouvoir, ce sont les programmes autour de l'éducation. Il estime qu'on ne peut pas aller vers l'égalité sans accès à la connaissance. Alors je termine. Et c'est là où on voit toute la force et la puissance humanitaire d'Amadou Mahtar Mbow sur les droits humains. Alors là, je vais lire quelqu'un que j'ai l'habitude de voir Amadou Mahtar Mbow à travers ce qu'il dit. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je trouve, c'est Saint François d'Assise, le fondateur des frères franciscains. Et lui-même, et ces textes, on a réuni ces textes dans l'acte constitutif de l'UNESCO sur un titre superbe. Face à l'armement qui dévore les pains des pauvres, déclarons la guerre, tout simplement. Il faut retenir que le contenu du message de Saint François se distingue par l'intensité avec laquelle François lui-même l'a vécu, comme Amadou Mahtar Mbow l'a vécu. Il a toujours été parmi nous la volonté de déclarer la paix, devenue plus que jamais un impératif universel. À cet effet, je rappelle la prière de Saint François qui est un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. À 90 ans, 100 ans, Amadou Mahtar Mbow a la sagesse de Saint François. Celui-ci nous a donné une grande leçon de désintéressement et d'œcuménisme. Sa préoccupation fut l'autre. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir applaudir la présence de Madame le ministre de la Culture. Merci d'être venue, Madame. Merci, Madame le ministre. Je termine très rapidement. Sa préoccupation fut l'autre. On peut même dire que c'est l'autre qui donna à sa vie son vrai sens. Il ne lui suffisait pas de vivre à côté de l'autre. Il a voulu vivre au milieu de tous les autres. Vous comprendrez aisément pourquoi ce parallèle entre Saint François d'Assise et notre héros des temps modernes. Alors, Amadou Mahtar Mbow, concernant les droits humains, les droits de la femme, c'est au niveau de l'UNESCO où on a en premier mené une réflexion sur les droits des femmes. Et il avait réuni tous les intellectuels du monde. Mais je dirais deux choses, vraiment pour terminer. La première chose, c'est qu'il a parcouru le monde et là où les intellectuels étaient opprimés, il a cherché à les libérer. J'en connaissais un qui m'avait beaucoup marqué, et c'est Doudou Diène. J'étais avec Doudou Diène à une conférence sur le dialogue des civilisations en Lituanie. Et c'était un intellectuel iranien qui a été torturé dans les geôles au moment de la révolution iranienne. Amadou Mahtar Mbow allait négocier
pour les faire sortir, les tirer justement de cette situation, les amener à l'UNESCO et les faire travailler. Amadou Martambo a libéré, et lui-même il le raconte dans cet ouvrage de dialogue qu'il a eu avec Lamine Sagna. Il est allé récupérer justement les opposants d'Argentine, négocier, parce qu'il était aussi respecté par les leaders des États, à cause de son combat à l'UNESCO. Et sur le plan des droits humains, il s'est battu à travers le monde pour libérer tout ce monde-là. Et toute la réflexion qui a été menée, moi il m'a prêté beaucoup d'ouvrages quand je commençais tout mon travail, ou en tout cas mon engagement sur le féminisme en islam, des livres de Mafraji, et il essayait de prendre dans tous les pays, les meilleurs dans leur domaine, et des gens comme Rawan Bay ont participé à la réflexion, comme Dalil Boubacar, quelqu'un comme Mohamed Arkoun. Donc partout, l'UNESCO était devenu, à mon avis, une sorte de menace pour l'hégémonie des grandes puissances, et seulement à partir des idées. Les Sénégalais, vous ne savez pas ce que cet homme a représenté pour l'humanité. En tout cas, nous pouvons être fiers de lui, et c'est sur ce que je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, professeur Penembo. Je pense que tout le monde a apprécié l'effort que vous avez pu faire de le raconter en 30 minutes, 3/4 de siècle, 75 ans d'action d'Amadou Matarbo. Donc vous avez parlé du pédagogue, de l'homme politique, de l'intellectuel et du bâtisseur, artisan de la paix, artisan de nouvel ordre mondial. Madame le ministre de la Culture, je commence par la culture, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Je vais expliquer le lapsus, pourquoi j'ai commencé par la culture. Donc, votre prédécesseur, le professeur Penembo, qui a été ministre de la Culture il y a 24 ans, c'est comme par hasard. Et elle vient de nous parler d'Amadou Matarbo, qui non seulement est votre prédécesseur, mais c'est le seul avant vous à avoir réuni ces 3 départements. Culture, jeunesse et sport. Donc, poste qui lui a été confié le 6 juin 1968, après 2 années au ministère de l'Éducation nationale. Donc il a été ministre de ces 3 départements de 68 à 69. Et comme vous le savez, en 69, il a été créé le commissariat au sport confié à Lamine Diack. Il a continué avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse pendant 1 an. En 70, tout le monde sait que c'est en 70 qu'il va à l'UNESCO. Et qu'il a créé le secrétariat à la jeunesse, le secrétariat d'État à la jeunesse et le sport de l'autre côté. Et de l'autre, le ministère de l'Information et de la Culture confié à l'UNICEF. Donc, comme par hasard, vous êtes entre 2 de vos prédécesseurs, professeur Penembo et professeur Amadou Matarbo. Je ne sais pas si vous voulez déjà prendre la parole, tout de suite, ou entendre quelques intervenants. Pour vous mettre dans le bain, c'est à votre convenance. Voilà, donc on va donner la parole à la suite de cette conférence à 4 à 5 intervenants. En commençant par M. Bassirou Touré. Je voudrais juste faire une suggestion. Je suis Bassirou Touré, étudiante en master à l'Institut supérieur des arts et culture de l'Université de Dakar. Pratiquement, une suggestion. Merci encore une fois, Madame Pendabo, de nous avoir livré peut-être, je peux dire juste, ce brio exposé, je peux dire même. Parce que ce que vous avez dit, c'est tellement intéressant pour nous, en tant que des apprenants, en tant que aussi des futurs acteurs culturels. Parce que on pourrait dire Amadou Matarbo, c'est quelqu'un qu'on doit honorer. Pourquoi qu'on doit honorer toujours en tant que des futurs, un intellectuel avéré? Parce que je peux même dire ces écrits devaient même être enseignés dans les écoles, de même que dans les universités. Parce que c'est une figure emblématique pour le Sénégal. Je m'aime dire pour toute l'Afrique, je m'aime pour le monde entier. Merci. La dimension de l'homme mérite ce qu'on fait à la petite échelle ici, que ça se retransmette normalement, je veux dire, au niveau des médias. Au niveau des médias, au niveau des enseignements universitaires et
partout à travers l'Afrique. Le personnage est encore plus emblématique à l'extérieur du Sénégal qu'au Sénégal. Et il faut réparer cette injustice parce que l'homme représente beaucoup, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique et le monde. J'espère que Madame la ministre, vous prendrez des dispositions pour que le personnage puisse être, je veux dire, connu autant à l'extérieur qu'au Sénégal. C'est un vœu de la jeunesse en fait, parce qu'il commence à pouvoir accéder aux médias à travers les réseaux sociaux, et ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'au niveau de l'enseignement, qu'on puisse prendre connaissance de la dimension de l'homme. Et c'est un vœu pieux. J'espère que ce sera fait. Parce que la jeunesse a vraiment besoin de prendre des références. Et c'est un homme qui représente quand même quelque chose, une certaine valeur. Une certaine valeur, voilà. Merci. Alors, Awa tout à l'heure disait qu'elle n'était pas à l'aise parce que c'était pas très grand. Alors moi, je suis à l'aise quand je regarde. Aussi bien à gauche, à droite. Alors, dès je me pose la question à quel titre je vais intervenir. Parce que, une des raisons, je suis membre de la fondation Amadou Mahtar Mbow qui a été mise sur pied. Et Penda a rappelé tout à l'heure en montrant le livre, 90e anniversaire, la famille m'a demandé d'intervenir là-bas, c'était à la maison. Bref, je peux intervenir à plusieurs titres, en tant qu'enseignant à l'Université de Dakar pendant des années et des années. Mais surtout, si j'interviens, c'est pour appuyer un certain nombre d'informations qui ont été données ici. J'ai eu peut-être la chance, tout petit, je suis né à Saint-Louis, et dans l'espace qu'on appelle le faubourg de Sor, et la famille Beau, la maison, c'était là-bas, et tout jeune, en jouant au football, à la maison, il y avait une cellule du PRA, parti du Rassemblement africain. Une de mes grandes-mères était militante. Donc je voyais le doyen Mahtar Mbow venir, quoique Moustapha a parlé tout à l'heure de son papa, Maître Falilou Diop. Donc c'est ces jeunes Africains qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays. Et j'ai été témoin tout jeune, donc j'ai vu un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'appuie également ce qu'Awa a dit, le frère, le doyen Ghana, joueur de percussion. J'ai connu le Sar Diaz de Saint-Louis, l'amical Diaz de Saint-Louis. Et même le sport, il y a une dimension politique. Parce que le football, le sport, tout ce qu'on voit, ce sont eux qui ont créé un moment à Saint-Louis, le réveil de Saint-Louis. Il y avait une seule équipe, une grande équipe, la Saint-Louisienne. Ça s'est cassé et ce sont eux. Et le réveil a été le premier club qui a amené la Coupe d'AOF à Saint-Louis. Donc je ne reviens pas sur tout cela. Parce que c'est important qu'on profite de cette occasion pour voir les rapports entre éducation, sport, culture. Et c'est heureux. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de hasard. Bon, cela étant dit, maintenant je voudrais dire quelques mots à propos des qualités. Une des qualités, moi qui m'a beaucoup frappé, c'est la mémoire. Le doyen avait une mémoire terrible. Il s'est rappelé de tout. Non seulement des choses pour l'école, mais même les plats de cuisine. Moi je sais très bien qu'il y a beaucoup dans cette salle qui ne savent pas ce que c'est que le couscous, le diakar, couscous de Nénuphar. Ça a disparu, mais il se rappelait très bien. Et chaque fois quand moi je le voyais, c'était du dit doyen, il se rappelait de tout et je crois que jusqu'au dernier moment de sa vie, il avait une mémoire terrible. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Jusqu'à la centaine d'années, se rappeler des choses, parler de son village, de Dialakhar, dire ce que ça signifie. Le doyen avait cette chance terrible. Deuxième chose, c'est le courage de faire des synthèses. Parce qu'une chose est de connaître beaucoup de choses, ses écrits sont très clairs.
ce qu'il dit, Penda a raison, a résumé, jusqu'au dernier moment, c'était très clair. Et je crois que ça, c'est une qualité extrêmement, et puis surtout le courage. Le doyen, quand vous discutez, s'il n'est pas d'accord, il te dit qu'il n'est pas d'accord. Vous avez beau être son ami, il vous dit ce qu'il pense. Je crois que c'est qualité. Alors, maintenant, ça a des répercussions sur l'éducation, parce que moi, je ne veux surtout pas de l'éducation. Et premièrement, la première forme d'éducation, c'est l'éducation non formelle. Le doyen avait cette chance terrible d'avoir été éduqué et de connaître beaucoup de choses des parents. Ça, c'est pas tout le monde. Nous, notre génération, on a plus de chance que la génération actuelle. Il y a beaucoup de choses qu'on sait grâce aux grands-parents, aux grands-mères, etc. L'éducation formelle, il l'a fait, mais il y a aussi l'éducation informelle. Le doyen s'est destiné à être pilote. L'éducation, la formation technique. Donc, je crois que ces formes d'éducation, il faut qu'on y revienne et qu'on voit que l'éducation, c'est un tout. Surtout les langues nationales. Il a mené un travail très important pour que... Aujourd'hui, le débat sur les nouvelles technologies, tout ça, si la base n'est pas bien solide, on n'a aucune chance. Et ce sont là, je crois, que les quelques éléments que je voudrais juste ajouter, en disant que maintenant, il y a un grand problème, pendant avant-hier où on était ensemble, évité par la fondation Kofi Annan. Auparavant, le 3 avril, ici, au monument, on a parlé. Alors, moi je fais partie des assises nationales, le doyen Boudou Mokhtar-Mbow m'avait confié la gouvernance sociale. Il y a 3 types de gouvernance. Gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance sociale. Tout ce qu'on a fait dans ce pays, c'était sur la base de ces 3 choses. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 20 ou 40 ministres? Parce que dans le cadre des assises, ce qui a été fait, c'est la gouvernance politique. Normalement, si on est logique avec le schéma qui a été fait, il y a 3 types de gouvernance. La gouvernance politique, et la gouvernance sociale, c'est quoi? C'est l'éducation, la santé, la culture, les sports et le dialogue social. Donc, ce que je dis, ça n'engage que moi. Si en Afrique, on veut avancer, on a besoin d'avoir un président de la République, 3 grands ministres, gouvernance politique, gouvernance sociale, gouvernance économique. Tel que ça a été fait au niveau des assises. Après les assises, on a créé ce qu'on appelle l'Institut des assises. Malheureusement, les partis politiques ont saboté, ont liquidé le processus des assises. Et avant-hier, je l'ai dit, il y a un jeune Africain qui m'a dit, mais comment est-ce qu'on va créer l'Institut fédéral? J'ai dit que même en Afrique, tant qu'on n'a pas l'Institut fédéral, on ne pourra pas bouger. Ce que Cheikh Anta dit, et ce que Amadou Mokhtar-Mbow, c'est la même chose. Si l'Afrique n'est pas unie, les Africains vont souffrir sur la terre. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Si on n'est pas unis, en créant un État très fort, être respecté, on va mourir sur cette terre. Donc je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être très... Mais il faut voir quelle est l'application pratique de ces idées-là. Si on estime que c'est juste, faisons les 3 gouvernances, créons des secrétaires d'État, mais sinon l'Afrique ne va pas s'en sortir. Je vous remercie. Merci, professeur Bouba. Merci beaucoup, professeur Wan, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, je ne vais pas rééditer l'audace du professeur Wan pour inverser l'ordre institutionnel du ministère, même si personnellement je reste convaincu que c'est sur la culture que doivent reposer non seulement l'éducation, mais également la jeunesse et les sports. Je voudrais saluer la présence de Monsieur le ministre de la Culture, de Madame Khan, du professeur Bouba, de notre chère sœur Ngakan, qui fait un travail remarquable, apprécié par tous les acteurs et par le public au sein de cette place magnifique du souvenir africain. Je n'ai pas l'éloquence et peut-être le courage de Bouba Diop pour me prononcer sur le type de gouvernance qu'il faudrait pour l'Afrique
ou pour le Sénégal, mais je voudrais juste rappeler 3 aspects qui nous lient au doyen Amadou Makhtar Mbow. Le premier, en tant qu'enseignant à la FASTEF, ancienne école normale supérieure, qui a vu le jour en 1962, donc qui vient juste de célébrer ses 60 ans. Je voudrais saluer mon grand frère, mon ami, le professeur Laman, qui est venu en grande force avec l'université qui porte le nom de ce grand homme, Amadou Makhtar Mbow. Donc si l'école normale supérieure, qui a eu à former peut-être plus de 30 000 depuis sa création, d'enseignants, d'inspecteurs, d'animateurs pédagogiques, nous le devons en grande partie à Amadou Makhtar Mbow. Je parle sous le contrôle du professeur Penda Mbow, que je salue, que je magnifie à travers son engagement permanent au service des droits humains, au service de l'éducation. J'ai eu le bonheur de travailler à ses côtés et ensemble, entre autres, nous avons eu à travailler sur le discours du président de la République lors de la cérémonie du concours général 2013 dont le parrain était le professeur Amadou Makhtar Mbow, qui nous avait également gratifié d'un message qui reste un viatique pour les générations actuelles et futures. Donc le président Amadou Makhtar Mbow a eu un rôle important à jouer pour la création de l'école normale supérieure, dont le rôle était d'aider non seulement le Sénégal, mais également toute la région ouest africaine et toute l'Afrique, et même au-delà, pour la formation des futurs cadres dans l'éducation. Je pense que c'est fondamental. Le deuxième héritage que nous devons tirer d'Amadou Makhtar Mbow, et là je voudrais me permettre de compléter l'intitulé du remarquable propos du professeur Penda Mbow. Non seulement c'était un homme de conviction, mais c'est également un homme d'action. Un homme d'action qui ne rechignait devant aucun effort pour défendre ses idées, pour défendre ses valeurs. Et quand il le faisait pas seulement pour l'Afrique, il le faisait pour le monde. C'est pour ça que c'est non seulement un homme de conviction, mais c'est également un homme universel, c'est également un homme d'action. Et aujourd'hui, ironie de l'histoire, lorsque nous voyons que certaines grandes puissances essaient de revenir un peu sur le développement de l'éducation, sur la coopération internationale, sur l'indispensable solidarité pour sauver le genre humain. C'est le genre humain qu'il faut sauver. Et lorsqu'on regarde ces citations à travers son livre « Le sourcier du futur », c'est comme s'il y a une sorte d'anticipation, de prémonition. Il était très inspiré et on a l'impression qu'il anticipait un peu les défis actuels, liés non seulement à l'éducation, à l'information. Lorsqu'on parle de ChatGPT, lorsqu'on parle d'Internet, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, c'est comme si le doyen Amadou Makhtar Mbow l'entrevoyait, il a près de 50 ou 60 ans. Lorsqu'on parle de changement climatique, vous avez parlé tout à l'heure, professeur Penda Mbow, de son voyage aux îles Galapagos. C'est un patrimoine mondial que nous risquons de perdre. Donc c'est quelqu'un qui était très averti et qui anticipait et qui mettait en garde pour que l'humanité puisse préserver son patrimoine, pour que l'héritage que nous avons des générations passées, que nous puissions les maintenir, les fructifier et les développer. Parce que ce que nous avons des autres, cela ne nous appartient pas. C'est comme un usufruit, comme avait l'habitude de le dire Senghor. Nous devons le préserver, le protéger, le promouvoir pour le rendre aux autres générations à venir. Je pense que c'est le message humaniste et universel qu'Amadou Makhtar Mbow nous enseigne. Et il est heureux que l'université de Diamniadio porte son nom et que d'autres édifices et que même ces écrits soient intégrés dans le programme de nos écoles, de nos lycées et de nos universités. Je vous remercie, je salue Madame la ministre et je félicite le professeur. Salam alaikum tout le monde. Je remercie beaucoup Awa déjà, qui fait partie des représentants de Sénafrique. Je suis coach Rama Atagaï. Je suis la présidente de Sénafrique, les acteurs de développement sur la scène africaine. Et nous organisons annuellement The Return, où on ferme la porte de non-retour de la maison des esclaves à Gorée. Avec, je pense que pour ceux, on n'a que des intellectuels ici, qui ont lu, qui aiment le livre, qui ont lu le livre, le dernier livre de Harry Roselmack, il parle de ce retour-là, ici au Sénégal. J'ai insisté pour faire un hommage à notre grand président, parce que, juste pour dire qu'il avait complètement raison, et il faisait partie en fait des bases de réflexion du sénafricanisme, parce qu'il avait dit que le 21e siècle, c'est le siècle de l'éclairage pour l'avenir. Nous, on dit que c'est le siècle du plus, et c'est réel. On a vu le changement pour le peuple noir, pour l'Afrique, et j'ai le plaisir, c'était important pour moi de venir aujourd'hui, et d'amener 2 jeunes filles américaines qui vivent depuis 1 an au Sénégal,
un jeune Français d'origine sénégalaise qui vit ici aussi, pour vous dire que quand il disait que nous devons travailler sur la culture et l'autodétermination du peuple du Sénégal, de l'Afrique, on le fait aujourd'hui. On le fait aujourd'hui depuis 5 ans et ça porte ses fruits pour la jeunesse parce qu'on avait besoin de gens comme ça, comme lui, pour parler de la culture noire, pour être des exemples. C'est pour ça qu'on fait le Dambé Award, on donne le Dambé Award. Cette année, on a toute la famille Marley qui vient avec Rita Marley pour vraiment réunir tous les peuples ensemble. La base reste l'amour, soyons ensemble. Et ces jeunes-là, I want you to come here to say hi because, yeah? Not talking, just say hi. Jacqueline, Kevin et Lydia, parce qu'ils sont venus juste pour dire qu'ils ont suivi justement cette idée dont le professeur fait partie de nos sources de pensée, de réflexion et d'action. Et les actions sont là aujourd'hui. On utilise vraiment leurs écrits. Ils avaient besoin de savoir qui ils étaient. Et on a besoin, ces jeunes, on a beaucoup de jeunes dans l'association, ici au Sénégal, dans les écoles, l'IPPS, qui ont besoin de savoir qui ils sont. Ils ont besoin d'exemples. Et ces exemples-là, c'est le professeur Amadou. Merci. Ce que je propose, c'est de redonner la parole au professeur Penambo pour un mot de clôture. Ensuite, on a ici dans la salle l'une des meilleures voix du Sénégal. Je pense que Penambo est d'accord. Voilà, c'est elle-même qui m'a suggéré, même si c'est moi qui l'ai invité, on va le découvrir ensemble. Comme ça, Madame le ministre va plutôt clôturer. Je pense que c'est mieux comme ça. On est d'accord? Voilà, l'Assemblée a voté. Donc, je donne la parole au professeur Penambo. Je vois, Madame le ministre, elle aime beaucoup le sport, parce que c'est là où on a des médailles, certainement. Mais je suis convaincue que c'est une grande dame de culture et elle est derrière les hommes de culture. Ça, j'en ai l'intime conviction. Les hommes et les femmes de culture. Voilà. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais il y a un fait qui m'a beaucoup, disons, frappé chez Amadou Mahtar Mbow. Comment il sort toujours des situations extrêmement difficiles au cours de sa vie. Et avoir des discussions et des débats, c'est là où on découvre véritablement l'homme. Quand il raconte comment il est sorti, qu'il a échappé à la prison des Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toujours quelque chose d'assez extraordinaire, exceptionnel qui le tirait d'affaire. Il marchait dans les campagnes, il avait trouvé des gens qui l'hébergeaient, des familles, et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé des relations avec cette famille qu'il a hébergée là-bas en Normandie, et on le cachait. Et quand les troupes allemandes s'approchaient, et la famille trouvait toujours le moyen de le faire partir, de le cacher. Et il échappait toujours. Et ça, je crois que c'est lié véritablement d'abord à son charisme personnel. C'est ce charisme personnel qui a fait aussi que dans les moments les plus difficiles, le groupe africain de l'Assemblée générale, et c'est Henri Lopez qui le raconte aussi, le groupe africain était toujours derrière lui et il savait convaincre les gens et au premier contact, c'était quelqu'un qui arrivait à vous convaincre. Et je crois qu'il avait cette baraka. Et ça ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Je vous assure que ce qu'il a vécu à l'UNESCO et la campagne de désinformation, les attaques, beaucoup n'auraient pas survécu à ça. Et pourtant, malgré le fait que les États-Unis, sous le président Reagan, et je me souviens à l'époque qui était là, quelqu'un que je connais bien parce que j'étais Fulbright dans la même université que lui, c'était David Wiley, qui pendant longtemps a dirigé, disons, l'Institut des études africaines dans le Michigan State University, et c'était des gens qui allaient à l'assaut d'Amadou Mahtar Mbow. Il s'en est sorti, il s'en est très bien tiré parce que le tiers-monde avait fait bloc derrière lui. Même si ce n'était pas toujours évident de la part de son propre pays. Le tiers-monde avait fait bloc derrière lui
Et il avait la force de convaincre par ses idées, j'en ai cité quelques-unes, mais ça ne s'arrêtait pas seulement à ce niveau. Et ce qui est tellement vrai qu'une fois qu'il a quitté l'UNESCO, le premier à avoir réagi, c'était le roi Hassan II, qu'il avait intégré dans l'Académie royale, justement, du Maroc. Et il a vécu pendant longtemps au Maroc. Il est retourné au Maroc. C'est du Maroc qu'il est revenu s'installer au Sénégal. Je crois qu'il avait cette baraka. C'était vrai. Et si les assises nationales, après tout, je vais en parler, ont connu cette réussite, c'est parce qu'il y avait Amadou Mahtar Mbow à la tête de ces assises. Quand l'idée a été, on l'a lancée, nous, société civile, les politiques, et moi, avec Feu Mohamed Mbow, je pense que nous avons tissé, comme le tissage, les assises, à côté des politiques qui venaient. On s'est dit, pour réussir ces assises, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il faut trouver un homme qui avait l'âge de Abdoulaye Wade, qui était un peu de sa génération et capable véritablement de prendre en charge ces assises. Et tous les esprits étaient d'accord, les politiques, la société civile, autour de la personnalité d'Amadou Mahtar. Et nous sommes allés le voir pour le convaincre. Ça aussi, c'est une dimension et c'est un aspect important chez l'homme. Il n'a pas dit oui tout de suite. Il a dit, je vais consulter ma famille, ma femme et mes enfants. Il ne faisait jamais rien sans sa femme. Et je me disais toujours à ma amie, est-ce que ton père et ta mère, est-ce qu'il leur arrive de se chamailler un peu? Elle me dit, bien sûr, comme tout couple. Tellement ce couple était un couple fusionnel. Alors il faut qu'il parle à sa femme, à ses enfants, mais une fois que sa décision est prise, quelles que soient les difficultés, parce que aussi Abdoulaye Wade avait exercé sa terreur sur tous ceux qui avaient l'outrecuidance de participer à ces assises nationales, mais Amadou Mahtar Mbow n'a jamais reculé. Une fois qu'il dit oui, il ne recule jamais. À l'UNESCO, il ne reculait pas. Et je l'ai dit, j'ai cité ses contemporains, les gens qui étaient avec lui. Je crois que ce sont ces aspects de l'homme qui avait cette carapace et qui pouvait rester seul et continuer à se battre. Je crois que ce sont ces convictions-là que nous devons garder aussi si nous voulons aller très loin. Une fois qu'on est engagé, il ne faut jamais faire demi-tour. Merci beaucoup. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et laissez-moi partager quand même une petite pensée avant de dire mon mot. Lorsque Madame l'administratrice de la place du souvenir est venue me voir pour me dire, Madame le ministre, ce samedi, nous allons célébrer le doyen, le patriarche, professeur Amadou Mahtar Mbow, à travers une cérémonie Jazz Africa. Moi, je me suis dit, après, dès qu'elle est sortie de mon bureau, mais qu'est-ce qui passe à travers, en fait, la tête de Madame la directrice de la place du souvenir? Comment peut-on associer quand même le nom du patriarche, le professeur Amadou Mahtar Mbow, bon, à du jazz? Bien vrai que j'aime bien le jazz, parce que j'ignorais en fait ces dimensions chez l'homme. Et j'avoue que depuis que j'ai été portée à la tête de ce département ministériel, comme souvent la presse aime quand même le relater, 3 ministères, c'est pas 3 ministères, c'est 3 segments combinés, juste cela, et qui doivent aller ensemble et qui peuvent valablement aller ensemble. Et connaissant aussi que dans l'histoire des différents gouvernements qui se sont succédés, il n'y a eu que lui qui a eu à occuper ce poste de ministre en charge de la jeunesse, des sports et de la culture. Et avec le même intitulé, rien n'a changé. Virgule, c'est ça. Et moi, je me suis amusée quand même à faire des recherches. Et voyez-vous, ça, moi, je sais même que le professeur Ibrahim Awan ne le connaît pas. Vous allez me payer beaucoup d'argent pour que je vous le fasse savoir. Mais il y a cette dimension sportive de l'homme Amadou Mahtar Mbow. Et je vous dis pour preuve, le cadre juridique actuel sur lequel on se base pour pouvoir encadrer nos fédérations sportives lors des élections au comité directeur, c'est à partir de lui. C'est lui qui a posé les jalons. Et jusqu'à présent, ces textes réglementaires sont toujours d'actualité. Et nous, on se réfère toujours jusqu'à présent à ces textes réglementaires. Et autre chose aussi, tout à l'heure, c'est le professeur Laman Bay ou bien le professeur Bobo Diop qui l'ont rappelé ici, la mise sur pied du répertoire des jeux populaires. Nous avons des jeux populaires et qui ont tendance à disparaître maintenant.
Par exemple, moi j'ai joué au Agne, au Fion, au Mouré, Tan, mais peut-être mes enfants ne jouent pas à cela. Et pourtant le répertoire existe bel et bien. Et c'est des jeux qui ont tendance à disparaître et qui sont méconnus du public, mais aussi de cette jeune génération. Et si on ne prend pas garde, cela va disparaître. Et ce répertoire aussi, notre patriarche, le professeur Abdou Moktambo, a joué un très très grand rôle pour l'élaboration et la mise sur pied de ce répertoire opérationnel des jeux de l'éducation populaire ancrés dans nos valeurs fortes traditionnelles sociétales. Et pour le reste, je le garde pour moi-même. Il faudra me demander, là, il faudra me payer quand même pour une mission de consultance. Merci beaucoup. Madame le ministre de la Culture, professeur Pendambo, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Monsieur le ministre, Monsieur El Haj Amadou Khan, tout à l'heure aussi j'ai failli me lever et danser parce que le chanteur du Pékin ne vous a pas simplement fait plaisir, mais il m'a aussi fait plaisir. Sans comprendre même la signification des sororités, des mots, là je me suis sentie dedans, puisque moi aussi, de par mon père, mon grand-père est originaire, venait de Dongel pour s'établir à Dagana et ensuite pour venir à Saint-Louis. Et j'appartiens au peuple des pêcheurs qu'on appelle les Soubalbés. Très chers, éminents chercheurs, enseignants ici présents, monsieur le professeur et modérateur, président du conseil d'administration du musée des civilisations noires, très chers aussi enseignants, et j'aperçois aussi dans la salle des amis du monde sportif, le docteur Mohamed Diop, qui est maintenant au niveau de la Fédération internationale de natation. Voilà ce que je disais tout à l'heure, la dimension sportive de l'homme du patriarche, professeur Amadou Mokhtar. Bon. Et aussi d'anciens éminents chercheurs aussi, ici présents, les membres de la société civile, et sans oublier aussi les autres venus d'ici et d'ailleurs, et Madame l'administratrice aussi, de la place du souvenir, notre hôte du jour, et notre très cher maître de cérémonie, maître de conférence. Il m'est particulièrement agréable de prendre part à cette cérémonie d'hommage qui est rendue au patriarche Amadou Mokhtar Mbow, arraché à notre affection le 24 septembre 2024 à l'âge de 103 ans. À travers son combat acharné pour la libération des peuples opprimés, l'unité des pays africains, la préservation de l'histoire mémorielle des pays en développement, la promotion du dialogue interculturel, le professeur Amadou Mokhtar Mbow s'est présenté au monde en homme dont la pensée est prophétique et l'action avant-gardiste. Né le 20 mars 1921, Amadou Mokhtar Mbow a porté en bandoulière l'idéal de liberté qui le caractérisait si bien. Adolescent, il s'est volontairement engagé dans l'armée coloniale durant la Seconde Guerre mondiale pour le triomphe de la dignité humaine. Ce combat pour la liberté le conduira à porter sur les fonds baptismaux la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Il apportera ainsi sa contribution scientifique au Congrès panafricain, mais surtout à la libération des peuples sous le joug colonial. D'ailleurs, c'est cette conviction panafricaniste qui l'amena à démissionner de ses fonctions de ministre de l'Éducation et de la Culture du gouvernement d'autonomie interne sous le régime de la loi cadre en 1958, préférant une véritable indépendance. Amadou Mokhtar Mbow, le panafricain qui a participé, faut-il le rappeler, activement à la création du Parti du Rassemblement africain, PRAS Sénégal, a été également député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et l'héritage que le président Amadou Mokhtar Mbow laisse à la postérité est marqué d'une empreinte indélébile par sa stature d'enseignant et de passeur de savoir hors pair. Il fut professeur au Collège de Rosso en Mauritanie, puis au Sénégal, directeur du service de l'éducation de base, professeur d'histoire et de géographie au lycée Faidherbe de Saint-Louis, enseignant à l'École normale supérieure de Dakar, avant de présider la conférence des experts chargés de proposer la réforme des programmes d'histoire et de géographie des États francophones d'Afrique noire et de Madagascar. Homme d'État émérite, M. Mbow reviendra au gouvernement en 1966 pour occuper les fonctions de ministre de l'Éducation nationale, puis de la Culture et de la Jeunesse en 1970, avec aussi, sans oublier le portefeuille unique, Jeunesse, Sport et Culture, ce qui, sous son rapport, fait de moi la plus proche héritière de ces portefeuilles ministériels. Il n'y a pas que vous, hein, Madame Khan, il n'y a pas que vous, en fait, la seule héritière.
Non, je suis aussi une digne héritière, une très proche héritière de ces portefeuilles ministériels depuis que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne en avril 2024 pour être ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. C'est en cette année 1970 qu'il rejoint l'UNESCO en qualité de sous-directeur général pour l'éducation. Excellences, Mesdames et Messieurs, si j'ai tenu à rappeler ce brillant parcours d'Amadou Mokhtar Mbow, c'est parce qu'il préfigurait l'héritage qui lui vaut l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui. Durant son magistère à la tête de l'UNESCO de 1974 en 1987, Amadou Mokhtar Mbow, premier Africain à avoir dirigé une institution onusienne, a contribué considérablement à replacer l'homme au cœur de son action. D'où son combat mémorable pour la restitution des biens culturels, mais aussi en faveur de la définition d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Ces deux actes retentissants, par les effets qu'ils ont induits aux travaux de l'organisation, ont aussi contribué au multilatéralisme inclusif que nous appelons de tous nos voeux. Au demeurant, professeur Mbow a inlassablement œuvré à la promotion de la diversité culturelle et à la compréhension mutuelle par le dialogue des peuples. Comme si tout ceci ne suffisait pas, c'est à lui que le Sénégal a unanimement pensé lorsqu'en 2008, l'idée a germé dans une situation de trouble politique majeur d'organiser les assises nationales pour refonder notre République. Mesdames et Messieurs, patriotes émérites, panafricanistes convaincus et défenseurs infatigables du dialogue des cultures, M. Amadou Mokhtar Mbow aura de son vivant sublimé les valeurs universelles de liberté et de dignité qui symbolisent ce que l'homme a de plus essentiel. Il n'est donc nullement surprenant de le voir rehausser au niveau de reconnaissance qu'il mérite. Quelques exemples afin de l'offrir en exemple aux générations actuelles et futures. Le Sénégal a donné son nom à l'université de Diamniadio après l'avoir admis comme membre d'honneur de l'Académie nationale des sciences et techniques, commandeur de l'ordre des arts et des lettres ou encore commandeur dans l'ordre du mérite. De même, toute l'intelligentsia africaine lui a rendu un hommage mémorable à l'occasion de son 100e anniversaire en mars 2021 au Musée des civilisations noires. Parallèlement à ces actes de reconnaissance, d'autres pays ont tenu à le distinguer, ainsi de Paris 1, Panthéon, Sorbonne à Nairobi, en passant par Laval, Belgrade, Malte, Grenade en Espagne, Uppsala, Cocu en Colombie ou Pérou, de prestigieuses universités lui ont octroyé le titre de docteur honoris causa. Aussi a-t-il été élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre national du mérite au Gabon et au Mali, de grand officier de l'Ordre de Brasilia, sans oublier la médaille de l'Ordre Manuel José Hurtado au Panama, le Grand Prix du dialogue international ou encore le Prix des hommes pour la paix au Canada. C'est dire l'immensité de l'héritage du président, du professeur, du patriarche Amadou Mokhtar Mbow, héritage qui fait écho à la vision des nouvelles autorités sénégalaises pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. Je vous remercie de votre aimante attention. Merci beaucoup. Passez une très belle fête et une très belle soirée. À très bientôt. Merci bien. Merci. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît, à tout seigneur, tout honneur, s'il vous plaît. Alors, ce sera l'occasion pour moi, tout d'abord, de vous convier tout à l'heure, tout juste après ça, au cocktail derrière la salle, d'accord? Alors, juste...
Merci infiniment. L'ARN au clavier.